À l'hôpital, avant d'aller dormir, j'ai entendu le médecin dire « Elle ne va pas se réveiller ». J'ai tout entendu. Sa voix fendait l'air comme une condamnation à mort, comme si mon corps n'était qu'un poids inutile sur ce lit. Je n'arrivais toujours pas à ouvrir les yeux, mais mon esprit était vivant, piégé en moi comme quelqu'un qui frappe à la porte et personne ne m'écoute. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait plus peur que la mort elle-même. Quelqu'un dans cette pièce voulait que je ne me réveille pas de toute façon. Et ce n'était pas Dieu. C'étaient des gens de chair et des angues, des gens qui circulaient près de moi tous les jours. Je l'ai senti comme s'il avait été soufflé dans mon oreille. Je m'appelle Aïcha. J'ai 68 ans. J'ai toujours été une femme forte. J'ai travaillé 40 ans à faire le ménage à Paris, à m'occuper des familles qui avaient tout pendant que je galérais à payer le loyer d'un petit appartement à Saint-Denis. J'ai élevé 2 enfants pratiquement seul. Je préparais à manger, je guérissais la fièvre, je payais mes études, je cachais mes larmes pour qu'elles ne portent pas ma douleur. J'ai toujours été cette femme dont tout le monde disait « Elle est trop forte pour tomber ». Mais dans ce lit d'hôpital froid, avec l'odeur métallique du sérum et le bip constant de la machine marquant mon temps comme une horloge impitoyable, j'ai découvert que même la force a des limites. J'y suis arrivée après une chute dans les escaliers de l'immeuble. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose ne collait pas. Je me suis souvenue d'une légère poussée sur l'épaule. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez pour me déséquilibrer. Je me suis souvenue du bruit de la porte de mon appartement qui claquait fort quelques secondes avant la chute. Je me suis souvenue d'une voix qui disait quelque chose de trop rapide pour que je puisse comprendre. Et je me suis souvenue de la peur. Celui-ci, je m'en souvenais parfaitement, mais personne ne voulait entendre ma version. Ma belle-fille, Sandrine, a répété à tout le monde que je devais être distraite. Mon fils, Philippe, l'a confirmé comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Là, incapable de répondre, j'ai juste écouté. Cette nuit-là, après que le médecin soit sorti en disant que je ne me réveillerais pas, j'ai entendu des pas plus légers entrer dans la pièce, une respiration nerveuse et coincée, et une voix basse, comme si elle craignait d'être découverte. C'était Philippe, mon propre fils. Il s'est approché de mon lit et a dit quelque chose qui m'a presque fait arrêter le cœur. Si elle se réveille, tout se termine. Ma poitrine s'est figée. J'avais envie d'ouvrir les yeux, de me lever, de crier. Mais mon corps n'a pas réagi. J'ai senti l'air devenir lourd, comme si toute la pièce me poussait loin de la vie. Je n'oublierai jamais ce moment. Parce que là, pour la première fois de toute ma vie, j'ai réalisé que le danger n'était pas dans la chute. Il était à mes côtés. Philippe n'a jamais été un mauvais fils. Du moins pas jusqu'à ce qu'il rencontre Sandrine. Elle parlait toujours comme si j'étais un fardeau. « Ta mère ne peut pas vivre ici pour toujours, Philippe. Ta mère dépense trop. Ta mère doit accepter qu'elle est déjà vieille. » Elle ne l'a pas dit devant moi, mais j'ai écouté. Les murs minces de l'appartement n'ont pas de secret. Au début, j'ai laissé aller. Je pensais que c'était juste sa façon. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose de pire. Elle avait un plan. Et Philippe, qui a toujours été sensible, a fini par être moulé par elle comme de l'argile humide. Il a cessé de me rendre visite souvent, a commencé à me répondre de manière courte, distante, et a commencé à me regarder comme quelqu'un qui voit un problème qui doit être résolu. À l'hôpital, dans ce lit qui semblait plus dur que la pierre, le corps immobile et l'âme hurlante, j'ai compris qu'ils étaient pressés. « Dépêchez-vous de trouver quelque chose qui implique mon nom, mes documents, peut-être ma retraite accumulée par des décennies de travail. » J'entendis aussi Sandrine entrer dans la pièce. Son talon heurtait le sol, comme si chaque pas était empreint de mépris. Elle ne s'en est pas approchée. Elle a juste dit, d'une voix aiguë, « Si elle se réveille, ça va tout compliquer. » Et Philippe de répondre, « Le médecin a dit qu'elle ne le ferait pas. » C'était sur un ton que je n'ai pas reconnu. C'était comme entendre un étranger utiliser la voix de mon fils. Des larmes coulèrent de mes yeux, même si je ne pouvais pas bouger mon visage. J'ai senti une goutte chaude descendre sur le côté, couler dans mon oreille. Philippe l'a remarqué. Il resta silencieux pendant 3 secondes. 3 secondes qui semblaient une éternité. Puis il murmura « Ce n'était rien. Ce doit être un réflexe. » Et il lui tourna le dos. Elles sont parties comme si elles venaient de résoudre un problème, pas comme quelqu'un qui laisse une mer entre la vie et la mort. Et c'est là, dans ce silence, que mon cœur a décidé. Si je survivais, je découvrirais la vérité. Peu importait qui essayait de m'arrêter.
Peu importe la douleur, peu importe la peur, mais ce qui s'est passé le lendemain matin, personne sur le sol ne l'a jamais oublié. Le matin venu, j'entendis des pas pressés entrer dans la pièce. Je ne pouvais toujours rien bouger, mais je sentais mon propre cœur battre comme s'il voulait me briser l'escôte. La porte s'ouvrit brusquement et une jeune infirmière, d'une voix inquiète, parla plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « Elle a pleuré toute la nuit. Qui en est responsable ?» Il y eut un silence. Puis j'ai entendu un bruit de sauts dans le couloir et je l'ai reconnue immédiatement. Sandrine. Elle est entrée en faisant semblant d'être pressée, feignant de s'inquiéter. Elle a toujours été une bonne actrice. « Nous sommes responsables », a-t-elle dit, de cette voix douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de mentir. L'infirmière a poursuivi « Nous devons mieux observer. Les patients qui pleurent pendant le coma ont souvent une activité neurologique plus forte que prévu. » Sandrine se figea pendant une demi-seconde. Je l'ai senti. Philippe a essayé de contrôler sa respiration, comme quelqu'un qui craint que le château de cartes ne s'effondre. L'infirmière s'est approchée de moi et m'a touché la main. J'avais envie de serrer la sienne. Je voulais dire « Je suis là ». Mais mon corps était toujours piégé, comme si mon âme était emprisonnée en moi. Elle a regardé l'écran, a tripoté quelque chose et a dit « Elle réagit ». Ce n'est pas aussi simple que ce que le médecin a dit hier. Le silence qui s'installait entre Sandrine et Philippe était presque palpable. C'était comme respirer leur peur. Ils commençaient à se rendre compte que je n'étais peut-être pas si facile à enterrer. Quelques minutes plus tard, quand l'infirmière est partie, Sandrine a approché ses lèvres de mon oreille et m'a parlé doucement, comme si elle menaçait sans laisser de traces. « Tu as toujours été têtue, même pour mourir. » Son haleine sentait le parfum coûteux mélangé à un poison émotionnel. C'était la première fois que je ressentais une impulsion à l'intérieur de mon corps, comme si un muscle essayait de se réveiller. Je ne pouvais pas bouger, mais je le sentais. Et cela, à l'intérieur, a allumé quelque chose en moi. Je savais maintenant que je ne pouvais pas abandonner. Parce qu'abandonner signifierait donner ma vie à ceux qui ne voulaient pas de moi en vie. Philippe, qui n'a jamais élevé la voix avec moi, a fait quelque chose qui m'a détruit à l'intérieur. Il a éteint le moniteur à côté du lit pendant quelques secondes, juste pour voir si l'infirmière le remarquerait. « Et si elle se réveille au milieu de ça ?» demanda-t-il nerveusement. « Elle ne va pas se réveiller, » répondit froidement Sandrine. « Et même si vous vous réveillez, vous ne vous souviendrez de rien. » C'est là que j'ai compris. Il ne voulait pas que je ne me réveille pas. Il voulait tout effacer, ma mémoire, ma voix, mon existence. Quelques heures plus tard, un autre médecin est venu dans la pièce. Un nouveau, différent de la veille. Sa voix était ferme, claire. Il parlait comme quelqu'un qui n'avait pas peur de la vérité. Il a analysé calmement mes examens, s'est approché de moi et a passé son doigt sur le coin de mon œil. « Elle se bat, t'as vu ça ? Réflexe volontaire, ce n'est pas végétatif. » Philippe a essayé de discuter, mais le médecin l'a interrompu. Celui qui a dit qu'elle ne se réveillerait pas s'est gravement trompé. Très laid. C'était un micro-point culminant que j'ai senti comme une flamme allumée dans ma poitrine. Il défendait ma vie sans même savoir que j'écoutais chaque mot. Après le départ du médecin, Philippe s'est approché de moi et d'une voix tremblante a murmuré « Maman, facilite-nous la tâche. S'il vous plaît, je n'aurais jamais imaginé entendre mon fils me demander d'abandonner la vie. Cela fait mal beaucoup plus que n'importe quelle blessure. Ça fait mal de l'intérieur. Ça fait mal comme si ça déchirait l'âme. » Le reste de la journée a été une série de tensions. J'ai entendu Sandrine parler au téléphone avec quelqu'un, peut-être son avocat. Elle a prononcé des phrases vagues. Si elle se réveille, elle peut se présenter. Les rôles ne sont pas complets. La signature ne sera pas la même. Vous ne pouvez pas forcer quoi que ce soit d'autre. Chaque phrase était un coup dur. Ils ont manipulé mes documents. Peut-être à cause de moi, peut-être à ma retraite, peut-être chez moi. J'avais passé des décennies à rassembler chaque centime pour la paix dans la vieillesse, et maintenant, je découvrais que la plus grande menace pour ma vie n'était pas de tomber dans les escaliers, c'était leur ambition. En fin d'après-midi, quand la salle est devenue plus calme, j'ai entendu quelque chose qui a tout changé. Philippe s'est mis à pleurer. Il pleurait comme un garçon qui se repent trop tard. Il a dit d'une voix cassée « Je ne voulais pas que ce soit comme ça, maman. Je viens d'avoir des ennuis. Je dois de l'argent. Beaucoup d'argent. » Sandrine a répondu vivement, furieuse. « Tais-toi. Si quelqu'un écoute, nous sommes morts. »
Va-t-elle se réveiller? Ce ne sera pas le cas. Alors, arrêtez le drame. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ma vie était entre les mains de gens désespérés. Comme le soleil commençait à se coucher, j'entendis le même docteur que le matin revenir. Il a dit à l'infirmière « Préparez une nouvelle batterie de tests. Je veux parler à la famille. » Mon espoir grandissait, parce que tout médecin qui veut parler à la famille, Sérende, compte que quelque chose n'a pas de sens. J'ai senti une fenêtre s'ouvrir, peut-être petit, mais ouvert, et je savais. Si je pouvais entrer par cette fissure, si je pouvais revenir, je pouvais tout exposer. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti. Tout ce que personne n'imaginait qu'une femme endormie découvrirait. Mais ce que ce médecin a dit à Philippe dans le couloir, ce fut le début d'une tempête que personne n'avait prévue. Le médecin leur a demandé d'emmener Philippe dans le couloir. Les roues du chariot de médecine grinçaient sur le sol. Et même sans pouvoir ouvrir les yeux, je pouvais sentir le changement dans l'air. L'hôpital a un silence qui dénonce tout. La culpabilité, la hâte, le mensonge, le désespoir. Philippe respirait difficilement, presque haletant, comme quelqu'un qui se retrouve acculé. Le médecin a dit, d'un ton ferme et direct, « Votre comportement d'hier était inapproprié. » Et aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Il y eut un lourd silence, le genre de silence qui fait battre le cœur. Éteindre le moniteur, faire pression sur l'infirmière, insister sur le fait qu'elle n'a aucune chance. Pourquoi? Quelle est votre urgence? Le cœur de Philippe battait si vite que moi-même, immobile, je sentais l'air vibrer de sa panique. Le médecin a poursuivi « Votre mère n'est pas en train de mourir. Elle réagit. Et si cela continue comme ça, il peut se réveiller à tout moment. » Le mot « wake » fendit le couloir comme un couteau. Philippe s'étouffa en prenant l'air. Sandrine entra dans le couloir avec son parfum puissant et cette froideur dans ses pas. « Docteur, il n'y a pas besoin de ce ton. » Il l'a complètement ignoré. Il y a plus que le besoin. Il y a des incohérences. De telles chutes produisent des ecchymoses spécifiques, mais la sienne sont différents. Ma poitrine brûlait, je le savais. Je ne suis jamais tombé seul. Philippe a essayé de contrôler sa voix, mais n'a pas réussi. Tu insinues que... Le médecin a répondu avec une précision chirurgicale. Je dis que la gravité de la chute ne correspond pas au scénario. Quelqu'un l'a touché. Peut-être un coup de pouce. Peut-être une pression sur l'épaule. Le son qui venait après n'avait pas de forme. C'était Philippe qui perdait pied. Sandrine, cependant, restait debout comme de la glace. Puis vint le coup de grâce. Le docteur parlait doucement, mais j'entendis « Si elle se réveille, elle peut confirmer. » Tout mon corps a pris feu à l'intérieur. Je voulais me lever à la seconde même. Dites « Oui, je confirme. » J'ai senti la main. J'ai entendu la porte claquer. Je t'ai entendu essayer de me tuer vivant. Sandrine tira Philippe par le bras, l'entraînant loin du docteur. « Vous allez vous contrôler, ne dis rien. » « Rien. » Sa voix se coupa férocement, comme si elle lui arrachait de force la vérité. « Si elle se réveille, nous le résoudrons. » Résout. Ce mot n'a jamais rien signifié de bon dans sa bouche. Ils sont revenus pour la 4e minute plus tard. J'ai senti leur présence avant même qu'ils n'entendent leur voix. L'air était lourd, chaud, inconfortable. Sandrine se pencha près de mon oreille. « Tu ne te réveilleras pas. Ce n'est pas possible. Comprenez-vous? » Et c'est là, exactement à ce moment-là, que quelque chose en moi a finalement bougé. C'était un doigt, un muscle minimal, 1 millimètre de vie repoussant l'impossible. J'ai bougé le petit doigt de ma main droite, presque invisible, presque imperceptible, mais réel. Philippe l'a vu. Il a tout de suite posé son téléphone. J'ai reconnu le bruit sec de lui frappant le sol. Sandrine, elle, déplacée. Sa voix tremblait comme celle d'un enfant effrayé. Sandrine pâlit. C'était un réflexe. Ce n'était pas volontaire. Mais sa voix n'était plus sûre. Il était fissuré. Le moniteur a commencé à accélérer mon rythme cardiaque. L'infirmière est entrée en courant. Que s'est-il passé ici? Philippe recula comme si j'avais craché du feu. Sandrine resta immobile, incapable de décider si elle devait courir ou feindre le calme. L'infirmière m'a pris la main et m'a dit « Si vous m'entendez, essayez de bouger à nouveau. » J'ai essayé. J'ai utilisé chaque fragment de mon âme. J'ai utilisé tout l'amour que j'ai jamais donné. J'ai utilisé toute la force que la vie m'a prise. Et puis, mon doigt bougea de nouveau. Léger, vivant, présent. L'infirmière porta la main à sa bouche et bougea. Elle revient. Appelez le médecin. Maintenant.
Philippe sortit de la pièce comme s'il fuyait un incendie. Sandrine recula de 2 pas en tapotant ses propres jambes. J'ai ressenti sa peur comme si c'était un parfum pourri. Elle murmura, presque sans voix, « Cela n'arrive pas. » Mais c'était le cas. Je revenais. Quand le médecin est entré, il a analysé le moniteur, ma respiration, mes réflexes, et il a dit « Elle est en train de se réveiller. » Continuez à l'appeler par son nom. L'infirmière m'a appelé. « Aïcha, si tu peux, essaie de nous écouter. » J'ai entendu. Je l'ai toujours entendu. Et puis, pour la première fois depuis que je suis tombée dans les escaliers, j'ai accompli quelque chose de plus grand que de lever le petit doigt. J'ai laissé couler une larme. Ni au hasard, ni involontaire. Une de mes larmes. De décision. Sur le chemin du retour, de la justice. Le docteur sourit. Elle est consciente. Sandrine faillit s'effondrer. Philippe s'appuya contre le mur et se mit à pleurer. Et à ce moment précis, entre les machines qui bipent, les pas précipités et les voix anxieuses, j'ai senti mon âme ouvrir une porte. Je me réveillais, et qui a essayé de me faire taire. Enfin, il devrait m'écouter. Mais que s'est-il passé au moment de la visite officielle de la famille a bouleversé tout l'hôpital. Lorsque les heures de visite ont été annoncées, le couloir est devenu bruyant. Des portes qui s'ouvrent, des pas pressés, des voix qui cherchent des chambres. Moi, toujours incapable de bouger tout mon corps, mais pleinement conscient à l'intérieur, j'avais l'impression d'être sur le point d'assister à ma propre résurrection. Non pas la miraculeuse, mais la résurrection de la vérité. Le médecin a demandé à la famille de venir. J'ai entendu Philippe entrer en premier. Ses pas étaient lents, traînants, comme s'il portait de la culpabilité dans le cuir de ses souliers. Puis Sandrine. Son talon avait plus la fermeté de la veille. Chaque coup au sol ressemblait à un mensonge craquant. L'infirmière s'est approchée de moi et m'a dit à voix basse « Si vous pouvez ouvrir les yeux un peu, ce sera un bon signe. » J'ai essayé. C'était comme pousser une porte lourde et rouillée qui ne s'était pas ouverte depuis des lustres. Mon corps n'a pas réagi comme je le voulais, mais mon esprit semblait tirer sur chaque muscle avec la force de toute une vie. Philippe était debout sur son côté gauche, nerveux, respirant vite. Sandrine se tenait sur le côté droit, immobile, espérant qu'il ne se passerait rien. Puis le médecin m'a dit « Aïcha, ta famille est ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de communiquer. » Et à ce moment-là, pour la première fois depuis que je me suis réveillée à l'intérieur, j'ai pu bouger légèrement ma paupière. Une fissure, une lueur, un seul monde. L'infirmière a pris une profonde inspiration, s'est émue. Elle a ouvert les yeux. C'est avoir une réponse visuelle. Philippe a fondu en larmes. Sincère ou non, je ne savais toujours pas. Mais il pleurait, comme quelqu'un qui a vu son propre mensonge se briser sur le sol. Sandrine, au contraire, s'est figée, comme une statue, comme la pierre, comme quelqu'un qui n'imaginait pas qu'il verrait le retour de la personne qu'il a essayé de faire taire. Le docteur demanda à tout le monde de se taire. Il s'est approché de mon visage avec une petite lampe de poche, faisant briller doucement mes yeux, et m'a dit « Aïcha, tu en sécurité. Nous vous aiderons à revenir. » J'ai cligné des yeux, une fois, volontairement, et ce seul geste a choqué toute la salle. L'infirmière a couru vers les commandes du lit. Elle réagit. « Nous devons ajuster la position. » Philippe tint le bord du matelas et répéta « Maman, désolé, désolé, s'il vous plaît. » Mais sa voix ressemblait à celle de quelqu'un qui ne le regrette que lorsqu'il est attrapé. Sandrine, pour la première fois depuis son entrée à l'hôpital, a perdu son masque. Eléa prit du recul et a dit « Ce n'est pas possible, ce n'était pas pour… » Et ça s'est arrêté, parce qu'il s'est rendu compte qu'il en avait trop dit. Le docteur se tourna vers elle. « Ce n'était pas pour… » Quoi ? Sandrine ferma la bouche, mais les mots avaient déjà été prononcés. Une infirmière, 2 personnes dans le couloir et Philippe écoutaient. À ce moment-là, le monde s'est retourné contre elle. C'était la première fois que je ressentais la paix depuis la chute, parce que la vérité, enfin, commençait à naître. L'infirmière a mis un bloc-notes dans les mains du médecin. Il a passé en revue les tests, m'a regardé et m'a dit « Ta récupération sera lente, mais tu reviendras. » Et quand il reviendra, il pourra raconter tout ce dont il se souvient. Philippe se mit à trembler. Trembler littéralement. Sandrine tenait le sac si fort que le cuir grinçait. Il savait ce qui allait arriver. Les heures qui ont suivi ont été un mélange d'espoir, de culpabilité et de tension. Allantais venant, se promenant dans la pièce,
le docteur commença à enquêter sur tout ce qui avait précédé ma chute. Il a posé des questions directes, du genre à transpercer. Pourquoi la signature de Madame Aïcha sur 2 documents est-elle datée du même jour de la chute? Pourquoi votre belle-fille a-t-elle insisté sur le fait que vous étiez toujours distrait? Pourquoi as-tu éteint l'écran hier soir, Philippe? Chaque question était un couteau ouvrant un chemin vers la vérité. Philippe corava. Sandrine se défendia. Et moi, j'ai tout écouté, avec une lucidité que je ne savais même pas que j'avais. À la fin de la journée, le médecin s'est approché de moi, a posé sa main sur mon épaulette, m'a dit « Demain, nous essaierons de vous aider à parler, même si c'est un mot. Un seul suffira. » Et je savais ce que serait mon premier mot. Je savais ce que je devais dire. Je savais qui devait écouter. La nuit est venue, et alors que l'hôpital éteignait ses lumières les plus brillantes, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi. Non pas de la peur, pas de la douleur, mais de la force. Une force silencieuse, construite tout au long d'une vie, qui a refusé d'être effacée par ceux qui n'ont jamais su aimer. Je ne me réveillais pas seulement. Je revenais pour revendiquer mon histoire. Et quand le lendemain matin est venu, quelqu'un quitterait cet hôpital différemment. Moi, renaître, ou eux, exposés. Mais quelqu'un en ressortait brisé, et je savais exactement quel côté méritait de briser.